Salut mes petits pragmas. Alors, selon vous, est-ce que les agriculteurs ont obtenu ce qu'ils voulaient lors de leur manifestation, lors de la colère des agriculteurs? Est-ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient? Pour moi, non, mais ils sont rentrés à la maison. Et sur plusieurs vidéos, je vous ai dit que finalement leur colère avait été redirigée, récupérée et réorientée pour favoriser le complexe agro-industriel et agro-business. Et en fait, c'est ce que Marianne va nous dire dans cet article, puisque la colère paysanne aura été l'instrument du complexe agro-industriel. Alors comment ceci est possible? Ça a été possible avec la complicité de la FNSEA, et à sa tête, Arnaud Rousseau, qui aura fait des demandes qui n'étaient pas les demandes des agriculteurs, mais des demandes qui arrangent bien tout cet agro-business et cette agro-industrie, en réautorisant les pesticides, les zones de non-traitement, la jachère et les zones humides. Bah oui, fusillons tout, on est déjà bien dans la merde, on a le mur qui est droit devant, mais allez hop, on enfonce encore un peu plus sur le champignon, droit devant, droit dans le mur. La colère paysanne aura été l'instrument du complexe agro-industriel. Arboriculteur élu à la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne pour la Confédération paysanne, Emmanuel Haz analyse les enjeux de la colère des agriculteurs. La gymnastique verbale de Gabriel Attal n'a pas empêché que la chose soit largement entendue. Une fois encore, la colère paysanne aura été l'instrument du complexe agro-industriel pour consolider son agenda prédateur. Alors, une fois encore, à un moment aussi, il faut se réveiller. Comme on a pu le voir, je vous avais fait une vidéo sur les différents syndicats du monde agricole, le plus gros, le plus connu étant la FNSEA. Donc allez la voir, cette vidéo. Eh bien, de tout temps, la FNSEA a travaillé dans le sens de l'agro-industrie et de l'agro-business. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on commence à se dire mince alors, dis donc, on se fait à chaque fois couillonner, mais comment si c'est possible? Bah ouais, mais c'est possible parce qu'à chaque fois vous mettez les mêmes dans les chambres d'agriculture, vous mettez les mêmes, là, vous votez pour les mêmes pour qu'ils vous représentent. C'est des mecs qui sont même pas agriculteurs, ils sont businessmen. Enfin, je sais pas, t'es une souris, tu votes pas pour un chat. T'es un Bambi, tu votes pas pour un guépard. Je sais pas, moi. Contre l'intérêt des paysans eux-mêmes et contre l'intérêt général. Du revenu agricole à la viande de synthèse en passant par les pesticides et les accords de libre-échange, l'ordre et les dynamiques en place demeurent intacts et le remplacement des paysans par l'industrie suit son cours morbide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé sur cette chaîne. Vous savez que je suis très affecté par le fait de voir non pas seulement le monde agricole disparaître, mais c'est ma ruralité qui disparaît. C'est-à-dire tout ce qui va avec, toute cette ambiance rurale, toute cette convivialité rurale qui est en train de disparaître. Encore, moi j'ai envie de dire, j'ai encore un petit peu de chance parce que là où j'exploite, j'ai une espèce d'oasis, un genre de village qui résiste envers et contre tout à l'envahisseur. C'est un tout petit hameau où on retrouve encore cette convivialité, où on se réunit, où on se connaît tous, où en été c'est la fête des voisins, on bouffe le cochon tous ensemble, on fait une fête sur une journée et demie, c'est génial, les chasseurs on les connaît tous, ils passent devant l'exploitation, on discute, c'est juste génial. Aujourd'hui en ruralité, parce que il n'y a pas que la paysannerie en ruralité, eh bien, on trouve de plus en plus de comportements urbains, de plus en plus égoïstes, de plus en plus... Alors, je parle pas pour mon hameau, je parle de la ruralité en général, des gens qui sont plus égocentrés, moi d'abord, les autres après, et puis un mode de vie qui a été facilité par Internet, avec, de toute façon, j'en ai rien à foutre, je commande sur Amazon, le commerce de proximité, j'en ai rien à foutre, et puis s'il y avait du Uber Eats en campagne, je peux vous dire que, vu les mentalités que je vois, c'est comme ça que ça se passerait. C'est comme ça que ça se passerait. Reste à saisir les ressorts profonds du soulèvement paysan que nous venons de vivre.
dont le mot d'ordre concret ont pu déconcerter. On peut s'étonner lorsqu'on connaît les moyens mis délibérément en œuvre depuis 70 ans pour éliminer les paysans, que nombre de ceux qui existent encore dénoncent par exemple une excessive limitation de l'usage des pesticides. Cette revendication n'est pas l'exclusivité des paysans disciplinés par la direction nationale de la FNSEA. Bras syndical du complexe agro-industriel, bah oui mais c'est toujours le même qui nous représente aussi. Et ventriloque de la colère paysanne. Non, ils ne sont pas ventriloques de la colère paysanne, ils ont récupéré la colère paysanne pour la rediriger vers là où eux ils voulaient. Elle est également portée par la coordination rurale, syndicat pourtant indépendant, qu'on a notamment vu surgir du Lot-et-Garonne, où il est très majoritaire pour une montée sur Rungis, inarrêtable. Guerre contre les paysans. À l'évidence, c'est bien le ressort existentiel qui a animé l'implacable détermination dont ont fait preuve ces paysans dans leur épopée. Comment dire ? Je trouve bien gentil, bien élogieux. Hein. Les Gilets jaunes ont été beaucoup plus résilients dans leur lutte. Beaucoup plus résilients et beaucoup plus efficients. Je veux dire, la colère, elle a duré 10 jours, quoi. Voilà, 10 jours. Je sais pas quoi en dire, moi. Je veux dire, moi j'appelle pas ça de la détermination. Vous avez rien eu. Vous êtes rentré chez vous. C'est pas de la détermination. Mais alors, comment comprendre cette position sur une technologie qui a balayé tant de leur savoir-faire séculaire et participé à la suppression tant de leurs pairs ? Et là c'est pareil, hein, c'est un truc que je vous dis souvent sur la chaîne. Hein. Aujourd'hui on en est quand même à avoir des robots drones, à avoir des salles de traite automatisées, à avoir, j'ai regardé hier avec mon épouse, les technologies présentes dans l'agriculture. Ben, c'est ni plus ni moins que les technologies qu'on développe pour les militaires. Alors qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans ? On retrouve les drones. Alors cette fois-ci c'est pas pour éliminer une cible, mais c'est pour épandre les pesticides, pour analyser les plantes avec, je sais pas comment que c'est foutu. On retrouve ce chien, vous savez le chien de Boston Dynamics là, qui normalement militairement parlant, il doit avoir une arme sur le dos. Et bien là, il a tout un équipement d'herbicides, de fongicides, de machin, et puis il propage ça dans les champs. Bah, lui il risque pas de tomber malade. Et puis bah il y a plus de paysans en fait, et puis il peut aller en terrain très accidenté. Puisque comme il est à quatre pattes, machin et tout, c'est vraiment génial. Le métier est en train... Enfin, le savoir-faire est en train de disparaître, je veux dire. Prenez-vous, par exemple. Est-ce que vous sauriez faire ce qu'on faisait en campagne, ce que peut-être votre arrière-grand-père faisait dans les campagnes ? En 2 générations. Il y a tout un mode de vie, tout un savoir-faire qui s'est perdu. Alors, on se dit au niveau... personnel, c'est pas très grave, parce que j'ai mon confort. Finalement, le salariat, c'est pas si mal, je rentre chez moi, j'ai ma petite télé, machin, je vis bien, quoi. Là, on parle quand même de l'agriculture, de quelque chose qui touche à l'alimentation. Je veux dire, on perd ce savoir-faire, là. On perd la connaissance de savoir faire pousser ta bouffe, de savoir élever ta bouffe, de savoir abattre ta bouffe, de savoir préparer ta bouffe, on la perd. Qu'est-ce qui se passe dans 3 générations quand il y aura, je sais pas, imaginons, l'effondrement de l'énergie. Et donc que tout ce matériel-là ne soit plus disponible. Il va falloir réapprendre tout ça, vitesse grand V les gars. Parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir, je vous le dis régulièrement, que je suis dans une démarche, moi, de décroissance et d'autonomie. Et on se rend compte que y a beaucoup de savoir qu'on doit réapprendre. Il y a beaucoup de choses que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faisaient intuitivement, ça leur avait été transmis de leurs aïeux, qu'on a perdu, et qu'on doit réapprendre. Parce que ça n'a pas été transmis, tout simplement. Voilà. Et là, on parle quand même de quelque chose de... On parle de la base, quoi. La base de la pyramide de Maslow, c'est bouffer, boire, s'abriter.
Mais alors, comment comprendre cette blablabla? Certes, les restrictions d'usage des pesticides viennent fragiliser encore des revenus agricoles déjà indignes pour la plupart. Mais pourquoi donc, dans ce cas, ne pas porter le combat avant tout, par exemple, contre les distorsions de concurrence organisées par le marché unique européen et les autres accords de libre-échange? C'est là-dessus qu'allaient normalement les revendications agricoles. Et c'est pas ça qui a été voté. C'est pas ça qui a été acté, c'est pas ça qui a été donné, mais pourtant ils sont rentrés. Pourquoi réclament-ils des armes pour une guerre commerciale perdue d'avance, plutôt que des mesures de protection aux frontières nationales pacificatrices qui leur permettraient de vivre mieux et d'envisager des enjeux écologiques la tête froide? Ces questions n'ont pas de réponse dans le champ de la politique ou de l'économie. Mais non, ils n'auront jamais de réponse dans la politique ou de l'économie, puisqu'on vit dans une société... C'est plus la France, c'est plus la République, c'est le capitalisme. On vit dans le capitalisme. Ce n'est pas une démocratie, c'est un capitalisme en fait. On ne vit qu'au milieu de ça. Alors le capitalisme, ça peut être noble, ça peut être bien, mais là on vit dans la dérive du capitalisme. Dans la dérive absolue du capitalisme. Mais dans celui plus complexe et obscur de l'histoire sociale des paysans et des traumatismes qui y sont enfuis. On mesure mal la violence de la guerre sociale et culturelle menée contre cette population à partir de l'après-guerre, et la brutalité des transformations de son monde menées tambour battant. Lina... Ah ouais, putain. Si vous avez l'occasion, regardez des films de Lina sur la paysannerie. C'est bouleversant. Comme, allez, nos anciens avaient la tête sur les épaules, et comme ils travaillaient, mais... Aujourd'hui, plus personne voudrait travailler aussi durement qu'ils l'ont fait. Et pourtant, ils l'ont fait. Lina conserve des films de propagande des années 50 où de doctes ingénieurs moquaient leur savoir-faire, ridiculisaient les parents aux yeux des enfants et promettaient la lune à ceux qui sauraient foncer, tête baissée et sans se retourner. Et même moi, ça, hein, je l'ai vécu. Hein. Ceux qui ont mon âge, voire un peu plus jeune, vous avez certainement dû le vivre pendant votre scolarité. Ce fameux mépris du travail manuel. C'était travaille bien à l'école, sinon tu vas finir maçon. Travaille bien à l'école, sinon tu vas finir limite agriculteur, maçon, tout ça. C'était des trucs de clodo en fait quand tu écoutais tes profs. Ouvrier à l'usine, c'était un truc de clodo. On a toujours eu ce mépris, toujours entendu de la bouche de ceux qui étaient censés nous apprendre que tout ça c'était méprisable. C'était des gaines petits, des abrutis. C'est ça en fait ce qui transpirait de ce discours-là. Des personnes qui n'avaient aucune culture et qui n'avaient jamais rien appris à l'école. C'est assez méprisant et c'est totalement faux en plus, parce que tu peux être agriculteur par amour de ce que tu fais. Tu travailles à l'usine par dépit. Moi, c'était ce que j'ai fait. J'ai travaillé à l'usine par dépit, parce que c'était simple. Parce que c'était simple en fait. J'avais pas besoin de me déplacer sur un chantier, je faisais mon petit boulot, ça me permettait de bouffer, puis voilà quoi. Ah ouais, j'ai fait ça. Mais pourquoi? Parce que la vie ne me proposait rien d'autre. Parce qu'aujourd'hui, pendant tout ce discours-là, on vous disait apprends, et tu vas devenir ingénieur. Mais combien sont devenus ingénieurs, en réalité? Parce que la réalité, elle est là. Moi, je veux bien, tout le monde bosse, etc. Tout le monde va travailler dans le tertiaire, tout le monde va travailler dans les bureaux. Ok, qui laboure les champs et qui fabrique les pièces en usine? Plus personne. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Vous voyez bien que ça ne marche pas, et pourtant on nous l'a vendu, ce mépris. Qui fabrique les maisons? Qui fait votre pain? Ouais, donc là. L'avant-garde d'ingénieurs, de banquiers, de concessionnaires débarquaient de la ville pour libérer les paysans de leur archaïsme. Vous voyez, oui, c'est exactement c'est ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Tous
tous ces bien-pensants qui te prennent pour un gueux finalement, hein, n'avaient alors pas précisé que cette révolution obligatoire n'épargnerait qu'un sur 10 d'entre eux. Et encore moins que 50 ans plus tard, ils seraient eux inculpés des conséquences écologiques de ces choix conçus par d'autres. Et il est là le piège. C'est qu'aujourd'hui, on vous incite même, on vous incite, parce que pour Conscience Écolo, de faire de l'agribashing, parce que l'agriculteur c'est le mal, parce que l'agriculteur c'est le pollueur, l'agriculteur il prend pas soin de son sol, l'agriculteur est méchant, l'agriculteur il est contre la biodiversité, hein. C'est ça qu'on vous met dans le crâne. Mais qu'est-ce qui a conduit à ça? C'est pas l'agriculteur. L'agriculteur il a dû se courber face à ça, à ces doctrines qui ont été imposées. Ouais, bah je m'en fous. Un antagonisme identitaire. Aujourd'hui donc rebelote. À nouveau, ils font mal, leur dit-on. À nouveau, ils sont archaïques. À nouveau, on a décidé ailleurs qu'il fallait tout changer. Et cette fois-ci, libre-échange oblige, sans perspective de meilleurs revenus. Comment ne pas comprendre leur défiance? D'autant que de surcroît, ces écolos, qui leur reprochent d'être ce qu'ils sont devenus, sont les mêmes sociologiquement et dans leur posture altière que ceux qui les ont amenés là. Alors il n'y a pas que eux, hein. Je veux dire, l'arrachage des vergers pâturages, bien sûr, avec des grosses primes derrière, l'arrachage des haies bocagères pour le remembrement, avec des primes derrière, etc., etc., parce qu'on avait calculé que si on enlevait toutes les haies, on pouvait gagner je sais plus combien d'hectares sur toute la France, et donc, arrachons tout, et faisons des champs à perte de vue, c'était ça le projet. Et on s'est rendu compte que, ah merde, merci quand même les écolos là pour le coup, de dire, non mais en fait faudrait replanter des haies, parce que, bah oui, le lessivage des sols, qu'est-ce qui les arrêtait? Parce que, nos paysans d'antan, nos arrière-grands-parents, ils étaient tellement cons, que pourquoi ils avaient laissé les haies, pourquoi ils avaient mis des haies sur des buts d'ailleurs, parce que moi je me rappelle quand j'étais gamin, c'était carrément sur des buts que c'était, mais pour éviter ce lessivage, pour freiner, pour garder la terre dans les champs. Et aujourd'hui, on se dit, ah mince, dis donc, toutes les conneries qu'on a forcé à faire les paysans, ben on a déconné. Mais du coup, c'est pas de ma faute. C'est les agriculteurs qui détruisent tout. Non, faut arrêter maintenant, vous prenez vos responsabilités. Comme je le dis souvent dans la bouche de nos politiques, ils ont toujours ce mot « j'assume ». Ben maintenant, vous assumez vos conneries. Alors, comme tant de groupes sociaux, de haut en bas et droite à gauche, dans notre société archipélisée, ces paysans-là tombent dans le piège identitaire. Alors oui, mais c'est pas trop mon cas en fait. À l'évidence, la chaleur que prodigue leur communauté syndicale leur rend une force et une fierté vitale dans le présent. Mais politiquement, sur le sujet des pesticides notamment, ils se positionnent avant tout contre l'ennemi qu'ils se donnent. Un peu grisés par leur existence communautaire, ils ne veulent pas non plus... Ils ne veulent pas nous entendre, ou pas encore, nous autres les bobos de la petite confédération paysanne de Lot-et-Garonne. Drôle d'oiseau, certes sympathique, mais de mauvais augure. Et ils refusent de voir le réquisitoire de leur condamnation définitive qui s'écrit discrètement et cultive, à partir du sujet des pesticides, un antagonisme identitaire qui leur sera fatal. Et oui, et là c'est pareil. Alors j'aimerais faire une aparté sur le problème identitaire et parler vite fait des migrants. Parce que pareil, hein, les migrants, tout ça, c'est un bouc émissaire facilement trouvé. C'est un bouc émissaire qui est facile à trouver et qui, encore une fois, pour le gouvernement, c'est facile de se décharger sur eux et de dire bah le problème c'est eux. Sauf que, attendez, qu'on soit d'accord, comment eux sont arrivés là? Je dis pas que je dis pas que c'est bien d'avoir des migrants en France. Je dis pas que c'est bien d'avoir des OQTF qui ne sont pas respectés. Je dis que comment ça se fait que des migrants soient là, dans des camps, parce que c'est des camps, ils sont pas logés, ils sont pas pris en charge, ils sont dans des conditions sanitaires dégueulasses. Comment ils sont arrivés là?
grâce à nos politiques. Pourquoi les OQTF ne sont pas respectés? À cause de nos politiques. Et c'est très facile, en fait, les politiques de se décharger sur eux et de nous voir, nous, en bas, en fait, se quereller. Pendant ce temps-là, on leur fout la paix là-haut. Moi, je ne suis pas foncièrement contre l'immigration. Je trouve que l'immigration est très mal faite. On devrait se donner les moyens d'accueillir des migrants dans des conditions dignes et de les intégrer. C'est pas en les mettant dans des camps qu'on les intègre. Et pour ça, bien entendu, eh bien, il faut avoir, j'allais dire des quotas. Oui, c'est un peu ça. Parce que si tu mets des infrastructures en place, si tu mets des infrastructures pour les accueillir, pour leur apprendre la langue, pour leur apprendre les coutumes, pour leur apprendre le pays, eh bien, tu as un nombre de places données. Donc tu peux accueillir un certain nombre de personnes par an. Mais au moins, tu le fais de façon correcte. Pas dans des conditions comme ça qui sont dégueulasses. Mais je pense qu'en fait, ça les arrange de les accueillir dans des conditions comme ça dégueulasses, parce que derrière, ça crée, eux, les migrants qui arrivent en France, du ressentiment envers le pays. Bien entendu. Ça crée du ressentiment. Et pour les Français, ça crée aussi une espèce de haine. Par rapport, et qui est instrumentalisée, qui est montée de toutes parts. Je trouve ça dégueulasse, en fait. Parce qu'en fait, ça sert encore une fois de bouc émissaire. Ça sert à pas pointer la vraie problématique du doigt. C'est-à-dire nos politiques. C'est nos politiques qui ont permis ça. C'est nos politiques qui font que nos paysans crèvent. C'est nos politiques qui font que nos usines se délocalisent. C'est nos politiques qui font qu'il y a de plus en plus de chômage. Cherchez pas plus loin. Cherchez pas un ennemi. Il est là. C'est nos politiques. C'est ceux pour qui vous votez, pour qui on vote depuis 40 ans. Toujours les mêmes à voter. Toujours les mêmes choses et qui nous imposent toujours le même modèle et font en sorte qu'on se batte entre nous. Enfin bref, j'ai un peu digressé, mais... Ouais, j'ai un peu digressé. Mais voilà, le côté identitaire, il est à réfléchir en fait. Oui, on a le droit d'aimer son pays. J'aime mon pays, je vous l'ai dit d'ailleurs dans mon onglet communauté. Mais rejeter la faute comme ça, c'est trop simple. C'est trop simple. Si la justice n'est pas appliquée, si les OQTF, tout ça, c'est pas... C'est la politique. C'est la politique de nos pays qui veut ça. Et c'est à eux de prendre leurs responsabilités, et c'est à eux d'assumer ce qu'ils ont fait. Car il y a quelques années, déjà, le lobby français des pesticides a muté pour intégrer en son sein les entreprises de la robotique, de la biotech et la digitalisation agricole, prêtes à recevoir des milliards du plan France 2030 pour une glaçante révolution agroécologique sans paysans. Ou quoi ? Attends, faut que je la relise celle-là parce que l'agroécologie c'est un peu ce qu'on fait quand même. Je vois mal comment que c'est faisable sans paysans parce que ce qu'on fait c'est très difficilement mécanisable. Car il y a quelques années déjà, le lobby français des pesticides a muté pour intégrer en son sein les entreprises de la robotique, de la biotech, ouais, jusque-là on est d'accord, et la digitalisation agricole, donc ça, pareil, c'est des trucs qu'on a beaucoup parlé sur cette chaîne, prête à recevoir des milliards du plan France 2030 pour une glaçante révolution agroécologique. Ok, d'accord, donc ils vont encore déformer ce mot-là pour lui faire dire l'inverse de ce qu'il voulait dire à la base. Donc, une révolution agroécologique sans paysans. Et donc ça, c'est aussi une des conclusions que vous m'avez beaucoup entendu dire sur cette chaîne, que le but c'était de ne plus avoir de paysans. Elle est là, la répétition de leur histoire. Ils sont là, dans l'agencement oligarchique du complexe agro-industriel, leur ennemi véritable. Prêts à exploiter l'égarement de ces paysans dans le champ identitaire et à achever leur remplacement.
Eh bien voilà. Eh bien voilà. Moi je suis assez d'accord avec cet article. Leur remplacement par de la technologie. C'est d'une tristesse absolue. Enfin bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions. J'espère que je vais pas trop me faire bâcher pour mes digressions. Euh, Ouais, j'espère que je vais pas trop me faire bâcher. Enfin bref, vous savez pourquoi j'aime pas la politique. Parce que la politique, c'est ça qui nous a menés là où on en est. Et que je pense que le peuple devrait reprendre un peu les rênes. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo et que vous avez subi mes digressions. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. N'hésitez pas à me laisser un like si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous aimez pas, ou si ma trombine ne vous revient pas. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.